On va parler d'argent, on va parler des euros dépensés en investissement sur la réhabilitation du patrimoine logement social. Et vraiment la nécessité aujourd'hui d'optimiser ces budgets d'investissement et de pouvoir, je dirais, transformer, adapter le patrimoine du logement social pour attaquer sereinement les années qui arrivent. Euh, pour ça, on va présenter rapidement Citowi et puis après parler de deux cas d'usage basés sur deux clients aujourd'hui avec lesquels on travaille qui sont de tailles complètement différentes, Habitat PM et ICF Habitat. Et puis après, une session de questions-réponses. Pour ça, donc Pauline Coche, moi je suis la fondatrice de Citowi, je vais vous présenter l'entreprise et puis je suis accompagnée de Morgane, responsable des opérations et que j'interviewerai après pour présenter ces deux cas d'usage et nos clients, pouvoir vous apporter du contenu. Donc vraiment toute l'idée c'est, aujourd'hui de toute façon vous connaissez les chiffres, hein, on a un peu plus de 300 000 logements classés F ou G à réhabiliter. Et si on fait la simple équation entre le nombre de logements et la moyenne pour rénover un logement, on voit très rapidement que cet argent n'existe pas ou difficilement, qu'il va falloir optimiser. Et aujourd'hui, tous les bailleurs sociaux qu'on rencontre ont cette même logique d'avoir une énorme pression réglementaire, un enjeu environnemental très fort et puis des financements qui décroissent au fur et à mesure. Donc avec cette logique de comment est-ce que je fais pour mettre le juste euro au bon endroit et arriver à optimiser mon PSP, plan stratégique du patrimoine que vous connaissez tous. C'est tout l'objectif de Citowi pour pouvoir passer aujourd'hui d'une logique réactive à une logique vraiment proactive avec une capacité à faire et à suivre sa programmation de travaux et de pouvoir l'objectiver, l'arbitrer de manière totalement éclairée. Voilà, on est une vingtaine de personnes, on a un peu plus de 7 ans et tout l'objectif c'est de pouvoir accompagner les bailleurs sociaux sur l'optimisation de leur PSP et in fine d'améliorer la qualité de service pour les locataires et très concrètement de réduire les charges pour ces locataires. Donc ça c'est Predbet, la plateforme développée qui est vraiment une solution qui permet de créer et d'optimiser cette programmation pluriannuelle de travaux. Basée sur de la modélisation scientifique, puisqu'on a une énorme équipe scientifique en interne qui développe des modèles liés à la vétusté, au vieillissement des bâtiments, à tout ce qui est impact sur l'énergie, sur le carbone et sur la résilience climatique, avec derrière, donc, qui permet d'avoir un scoring des composants et des lots et d'aller optimiser des plans d'investissement en comparant toujours avec le coût de l'inaction. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, différentes manières d'approcher les résultats concrets. On va en parler autour des différents cas d'usage. Mais le plus sonnant et trébuchant, c'est clairement le temps gagné dans les équipes et puis la réduction des budgets d'investissement nécessaires pour atteindre des performances qui sont équivalentes. Morgane, allons-y. Deux cas. Alors, on s'est basé sur deux clients qui sont assez différents. ICF Habitat, 100 000 logements, acteurs indépendants, et puis Habitat PM, qui est un plus petit bailleur en région, 8 500 logements. Est-ce que déjà sur ces deux partenaires, il y avait les mêmes besoins au démarrage? Alors oui, assez étonnamment, on a quand même des besoins qui restent similaires malgré les différences dans la taille, puisqu'on reste sur des organisations qui cherchent vraiment, enfin il y a vraiment une volonté de sortir des Excel, je dis bien des Excel, pour des outils qui soient vraiment plus pratiques et dynamiques pour les équipes. On a également une forte volonté de gagner en autonomie, que ce soit sur faire sa programmation année après année au sein de l'organisation, ou bien de rajouter les nouvelles contraintes qui peuvent arriver, comme ça a été le cas par exemple sur le carbone avec le PSSED. Et enfin, dernière partie importante, c'est de pouvoir avoir une approche basée sur la data prédictive pour pouvoir arbitrer des programmations avec une approche qui soit vraiment multicritère, c'est-à-dire de vraiment croiser les problématiques vétusté, énergie, carbone et pas seulement étudier chaque axe indépendamment. Est-ce que ça, si on dézoome un petit peu, c'est propre au logement social ou ça se voit par ailleurs chez d'autres segments? Non, alors c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui récurrent et qui se retrouve vraiment chez la majorité de nos clients, puisque aujourd'hui, tout acteur qui a besoin de programmer ses travaux cherche vraiment à
automatiser, structurer la data et les process pour libérer du temps à ces équipes, que ce soit sur le terrain ou pour avoir plus de temps pour faire de la stratégie, de l'arbitrage. Ok, et en termes du coup d'enjeux, là, c'est quoi derrière? Qu'est-ce qui se cache? Alors bon, clairement, on a toujours des enjeux communs qui sont clairement donc, le gain de temps, bien sûr, et l'optimisation de l'outil de production. En revanche, on a remarqué sur ICF Habitat notamment des besoins plus spécifiques, notamment liés à la taille, bien sûr, de l'entreprise, sur vraiment l'homogénéisation des process, puisqu'on a des directions régionales qui travaillent différemment, et sur le maintien en qualité de la data au sein de ces organisations qui sont un petit peu plus complexes. Tu aurais des exemples concrets? Oui. Donc chez ICF, par exemple, on va avoir une direction régionale en Ile-de-France, une direction régionale en PACA. On se rend compte que c'est pas les mêmes actifs, c'est pas les mêmes locataires, c'est pas les mêmes personnes qui s'occupent de la programmation, et ces personnes-là souvent communiquent pas énormément entre elles, à part quelques fois pendant l'année, ce qui fait qu'on a des programmations qui sont faites vraiment de manière différente. Et ça peut être problématique quand on a besoin d'arbitrer à l'échelle d'un parc, et c'est là où standardiser les process, ça devient quelque chose de stratégique. Ok. En termes de périmètre, est-ce qu'on avait les mêmes périmètres? Puisque entre 100 000 et 8 500 logements, c'est pas la même chose quand même. Oui, tout à fait. Donc sur ICF, on l'a dit, 8 000 logements au total. On a fait un seul déploiement sur tout leur parc sur la solution. Là où effectivement ICF, où on a 100 000 logements, on a plutôt procédé par étapes. On a fait un premier déploiement qu'on peut appeler pilote. Il s'avère sur 8 000 logements. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais en tout cas sur 8 000 logements également. L'objet de ce premier déploiement, c'est bien sûr de valider que la data est disponible, qu'on met en place un process de déploiement derrière qui est scalable et réplicable de manière simple, et bien sûr que les équipes adhèrent et sont correctement onboardées dans le projet, pour ensuite pouvoir déployer vague par vague sur totalité du parc. Ok, donc ça demande des organisations qui sont un peu spécifiques, ou pas? C'est surtout qu'en face, on va pas non plus avoir les mêmes organisations, donc il va falloir s'adapter. Par exemple, sur des petits bailleurs sociaux comme Habitat PM, on va avoir 2 personnes en charge de toute la programmation, là où sur des structures comme ICF, on a plus de décentralisation. On a plusieurs responsables régionaux, on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas les mêmes manière de travailler, et ça va impacter sur la méthode et bien sûr la conduite du changement derrière. Ok. Et l'onboarding, j'imagine. Et l'onboarding. Parce que la conduite du changement, c'est quelque chose qui est très complexe aujourd'hui chez les personnes qu'on accompagne. Complètement. Alors, on le devine, mais bon, quand chez Habitat PM, on a 2 personnes à onboarder, à former, ça se fait, on va dire simplement, parce que ça se fait au fil de l'eau. Finalement, les retours permettent d'alimenter la formation, les échanges, etc. En revanche, sur des organisations comme ICF, où du coup, on l'a dit, on a plusieurs personnes transverses, pas dans les mêmes bureaux, là, on va devoir structurer avec des plans de formation, on va devoir cadencer selon les profils. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on forme des référents, qui sont finalement les experts de l'outil, qui eux, derrière, vont pouvoir ensuite former en interne, et ça permet de démultiplier les forces. Ok. On parlait de déploiement, ça c'est un gros sujet. In fine, quel est l'impact chez les différents clients que l'accompagnent? Comment ça se matérialise concrètement? Alors, quand on parle déploiement, on parle souvent déjà données d'entrée. Donc, les sources de données, finalement, elles sont différentes. Sur des petits bailleurs, on va souvent avoir des gros fichiers Excel, on peut avoir quelques PDF. Sur du ICF, on avait des exports de logiciels patrimoine. Mais en revanche, ce qu'on se rend compte, c'est que la source peut être différente, mais au final, la donnée, elle est la même. On a quand même un socle de référentiel dans le logement qui est assez homogène et commun, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis... il y a plus d'intermédiaires, si je comprends. Il y a plus d'intermédiaires, ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que sur des petits bailleurs, on va avoir une personne qui connaît tout son parc. Donc quand on va avoir une question à poser, c'est vrai qu'on va avoir une réponse qui est assez directe. Donc ça permet effectivement de gagner du temps. Sur des structures peu complexes, il faut accepter qu'il y a des intermédiaires, donc il faut fiabiliser la donnée. Mais après, c'est normal, ça fait partie du jeu des grosses structures, et du coup, on s'adapte. Ok, et du coup, ce référentiel de données fiabilisé,
J'imagine qu'il y a d'autres atouts et intérêts que d'utiliser Predibat. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que via l'utilisation de l'outil et son implémentation, on va fiabiliser, structurer une base de données à destination de la programmation, et le fait de chaque année faire cette programmation, on va la maintenir à jour, on va l'alimenter, et donc on va se créer une base de données qui est fiable et qu'on peut ensuite forcément réutiliser pour d'autres usages si tel est besoin. Ok. Alors, là on s'est permis je te passe la main, de vous présenter quelques résultats, si je comprends bien, de la plateforme. Ouais, donc l'idée c'était de présenter quelques illustrations de la plateforme pour que ce soit un petit peu concret. Donc au niveau des résultats, Pauline en a un petit peu parlé quand elle présentait la solution, mais donc nos utilisateurs, dans un premier temps, ils vont bien sûr avoir accès au référentiel de données qui est dans l'outil, ainsi qu'au diagnostic de chaque actif. Donc on va avoir une note de vétusté, de risque climatique, de consommation énergétique et carbone. Et donc ce référentiel, qui est maintenu à jour au travers de la solution, est bien sûr accessible par tous, avec une gestion des droits en fonction des utilisateurs. L'utilisateur va également avoir accès à l'évaluation de ses programmations, c'est-à-dire que les programmations qui sont dans l'outil déjà intégré, elles vont être automatiquement évaluées au travers de différents indicateurs, et on va pouvoir voir en quoi, par rapport au cas où on ne fait rien, notre programmation permet bien d'améliorer l'état technique du bâtiment, de réduire les consommations, d'atteindre une meilleure étiquette carbone, de ne plus être une passoire thermique, etc. Et surtout, on a des fonctionnalités d'automatisation qui permettent de faire grandir ces programmations, de les refaire année après année, puisque souvent elles sont glissantes sur 10 ans. Et on va pouvoir demander à l'outil finalement de nous faire des simulations basées sur des objectifs qui soient d'état de vétusté ou de DPE, voire de carbone. Et grâce à ces simulations, l'utilisateur va pouvoir finalement les manipuler simplement pour faire sa propre programmation qui est la plus optimale possible. Une fois qu'il a programmé, évidemment, il peut suivre, il peut notamment préciser sur les opérations en cours ou sur le court terme, soit en notant des coûts de vie, soit en décalant dans le temps, soit en précisant quand a été réceptionnée l'opération, ce qui va notamment lui permettre de maintenir en état son système de data. Et enfin, toutes ces données-là, elles sont bien sûr remontées au niveau d'un parc ou d'une partie de parc via des dashboards qui permettent d'avoir des vues plus globales, des vues trajectoire parc, pour arbitrer non pas seulement au niveau d'un actif, mais bien au niveau d'un parc, et aussi de pouvoir faire du reporting, puisque c'est important. Et du coup, c'est ça le ROI concret chez nos clients. Qu'est-ce qui les aide au quotidien maintenant, en fait? Clairement, on a un gain de temps, puisque on l'a dit tout à l'heure, dans les besoins, on passe d'un fichier Excel qui était pas toujours facile à gérer, notamment quand il y avait plusieurs personnes dessus, à un outil qui est collaboratif et dynamique. Donc on a un vrai gain de temps dans la gestion et le suivi des programmations. On a aussi, on l'a dit, un référentiel qui est créé, qui se fiabilise de plus en plus via l'utilisation de la plateforme. Nos utilisateurs sont autonomes dans la définition de leur programmation et dans la définition des nouvelles demandes telles que le PSSED, puisque l'outil va automatiquement calculer l'empreinte carbone, et donc il n'y aura pas besoin de passer par exemple par des bureaux d'études comme ça aurait pu être le cas pour Habitat PM. Et surtout, on a une vraie aide à la décision, puisque grâce aux simulations, aux comparaisons, etc., on les aide vraiment à créer et piloter leur programmation de la manière la plus optimale. Ok. Je pense qu'on est arrivé au bout. Du coup, donc, vraiment l'idée, c'est d'avoir cette solution d'optimisation des investissements qu'on fait, qui est extrêmement importante. Je pense que c'est ce qu'on essaie de vous partager en ce moment où l'argent ne coule plus à flot. Et que les besoins sont par ailleurs absolument considérables. L'objectif, c'est clairement d'avoir une vision claire sur l'état du patrimoine pour faire les bons arbitrages au bon moment, s'assurer, je dirais, de la préservation de l'état du bâti et de pouvoir programmer les travaux en amont de phase pour ne pas les subir et dérisquer ce risque budgétaire. Donc très concrètement, c'est un dialogue et des arguments qui intéresse à la fois le directeur du patrimoine et le DAF,
de quoi réconcilier les deux. Et je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. C'est-à-dire que quand vous rentrez toutes les données pour avoir de la data fiable, vous rentrez toutes les caractéristiques techniques, bâtimentaires, structures, enfin les lots techniques de chaque actif. Alors oui, c'est comme ça que fonctionne l'outil. On a des listings Excel qu'on importe dans le logiciel de l'état des structures et des équipements principaux qu'il y a dans le bâtiment, quoi. Et après, en fonction de la donnée qu'il y a chez le client, on peut partir de gros ratios sur des lots techniques jusqu'à aller dans vraiment de la précision. Ça dépend de la donnée disponible. On ne part pas d'un diag réel in situ. Si aussi. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on a à disposition. On peut avoir soit une base de données disponible, mais on peut aussi avoir des DPE ou des audits qui ont été faits. Et nous, vraiment, notre travail en accompagnement, c'est de faire le tour de cette donnée disponible chez le client et d'apporter notre expertise pour la structurer dans une plateforme et que derrière, elle soit mise à jour et que ce ne soit pas des fichiers PDF perdus dans des dossiers qui disparaîtront à terme. Est-ce que vous utilisez les retours des usagers qui envoient des photos aux plateformes chez les administrateurs de biens Alors, on a une fonctionnalité dans l'outil pour remonter des notes terrain. En revanche, aujourd'hui, c'est l'utilisateur qui va remonter la note qui lui a été transmise par une personne sur site. On n'a encore pas automatisé l'envoi de photos, mais c'est tout à fait possible, oui, de mettre une note terrain par rapport à ce qui a été constaté, parce que ça reste des modèles et qu'il faut bien sûr rester toujours... c'est la réalité qui compte à la fin, hein. Si la chaudière elle est cassée, elle est cassée. Non, si on arrive au bout des questions, merci beaucoup. Bon salon, bonne fin de journée.